Bonjour, il est 8 heures du matin, Bruxelles. Je me trouve devant la colonne du Congrès édifiée en hommage à celles à l'époque, ça ne comptait pas, les femmes ça comptait pour du beurre, qui rédigèrent la Constitution belge de 1830. Et le tombeau que vous voyez derrière moi est celui érigé en l'honneur du soldat inconnu de la guerre 14-18. Bon, je ne vous ai pas donné rendez-vous ici pour vous parler du passé et des monuments de la capitale, mais pour rejoindre, au bout de la rue du Congrès bien nommée, mais voilà, elle est juste ici en face de nous, la place Surlet de Choquier, où se trouve le bâtiment du ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou pour faire plus simple, le ministère de la Culture de tous les francophones de Belgique. La culture, c'est notre truc. Nous sommes francophones, donc la nouvelle ministre toute fraîchement nommée, oui, ça date d'avril, Madame Alda Greoli est bien notre ministre et il nous intéresse de la rencontrer. Nous n'avons rien à lui demander, puisque tout comme Chloé Delis, nous fonctionnons sans un centime de subside. D'ailleurs, nous n'en voulons pas. Mais en revanche, on a des questions à lui poser. Et le fait qu'elle ait accepté de nous recevoir est pour Actu TV une vraie marque de considération dont nous la remercions à l'avance. Alda Greoli est spadoise, mère de 3 enfants et analyste programmeur de formation. C'est une tête. Son parcours professionnel parle pour elle, puisqu'elle a dirigé les mutualités chrétiennes, puis le cabinet du ministre wallon Maxime Prévost, avant d'arriver au ministère où nous nous rendons. Elle adore la musique baroque et la peinture, s'étalant entre les années 1850 et 1945, ce qu'on appelle généralement l'art contemporain. Je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier. En fait, et ça c'est important, personne ne la connaissait en dehors des milieux autorisés. Et c'est un peu pour sauver les meubles que son président de parti, le CDH, donc le Centre démocrate humaniste, lui a demandé de reprendre cette fonction et y remplacer, mais alors au pied levé, la ministre Joëlle Milquet que venait de rattraper de sombres affaires judiciaires, mais précisons-le, qui n'ont absolument rien à voir avec un enrichissement personnel. Appelons ça de la politique politicienne, ce serait plus exact. Soit. Voilà Alda Greoli plongée du jour au lendemain à la tête d'un ministère de 550 fonctionnaires, un paquebot, 550, je n'en reviens toujours pas. Je songeais benoîtement à une centaine, et un budget de 600 millions d'euros et près de 500 associations et institutions diverses pendues à ses basques pour quémander leur fameux subside annuel. Franchement, je ne voudrais pas être à sa place. Ma première question, je pense qu'on a dû vous la poser 36 fois. Je lis mon journal tous les jours et je ne connaissais pas votre nom. Je ne savais même pas que vous existiez. Oui. Et puis tout d'un coup, on vous nomme ministre. Et je me suis dit, mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle ramasse sur la tête? Et évidemment, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai vu que vous avez quand même pas mal de bagages derrière vous. Vous êtes un peu arrivé par hasard, et j'ai lu quelque part dans une interview que vous aviez donnée que vous avez mis d'abord 15 jours pour lire le budget. Oui, le budget et les dossiers. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, l'air de rien, même si je n'étais pas connue du grand public, et certainement que ça mettra du temps pour que je sois connue du grand public, ce qui est important pour moi, et ce qui a toujours fait ma motivation dans la vie, ce sont des projets. Mais la culture est à mon sens ce qui est premier si on veut qu'une population, des citoyens, puissent se grandir, se développer et surtout vivre dans de bonnes conditions. Moi, je me suis posé une question quand même. En arrivant, je me suis dit, oh, je vais arriver au ministère de la Culture, il doit y avoir au moins une centaine de personnes là-bas. Puis je me rends compte qu'il y en a 550. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? 550. Si on ajoute à ça le fait qu'il y a plus de 3165, mais bon, peu importe le chiffre exact, mais 3165 associations, acteurs, institutions qui sont subventionnées, ces institutions-là, elles doivent être accompagnées, elles doivent être contrôlées, évaluées, et donc il y a un travail très conséquent. Et donc effectivement, ce sont des équipes à l'administration qui sont importantes. À l'administration, hein, pas dans mon cabinet. J'avais entendu, j'avais lu, bien ou mal d'ailleurs, que
La personne qui vous précédait, c'était Joëlle Milquet, mais qui passait en coup de vent parce qu'elle avait tellement d'activités, on se demandait comment elle pouvait encore s'occuper de la culture. Enfin, ça, c'est mon avis. Elle avait dit, écoutez, si je n'ai pas le temps, vous ajoutez 5% au budget à ceux qui sont performants et vous retirez 5% à ceux qui n'arrivent pas à couvrir leur projet. C'est un petit peu votre formule ou bien... Non, en fait, pour être plus précis, uniquement dans le secteur des arts de la scène et du théâtre en particulier, Joëlle Milquet avait demandé aux acteurs du secteur, puisque leur volonté était de pouvoir pérenniser le secteur, comme elle avait des réductions de budget à faire, elle leur avait proposé, mettez-vous d'accord sur une formule et je vous propose -5, +5 à l'intérieur du budget pour les institutions. Et ils ont travaillé de la sorte et ils lui ont fait une proposition qu'elle a suivie. Il n'est pas possible de fonctionner dans beaucoup de cas sans subside. Alors, il y a toute une série d'associations qui fonctionnent très bien sans subside. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que certains pleurent chaque année pour avoir des subsides alors que d'autres en fait s'en sortent très bien sans? Donc premièrement, tout dépend de la manière dont l'association gère son propre budget. Ça, c'est une première chose. Et quels sont les apports financiers de cette association. Deuxième chose, c'est de savoir si cette association a ou n'a pas de l'emploi. Il est évident que la plupart des associations qui viennent demander un agrément, une reconnaissance pour pouvoir ouvrir un droit au subside sont des associations qui sont passées du bénévolat à du bénévolat, parce qu'il n'y a pas d'associations qui vivent sans volontaires, ça c'est aussi très clair, avec une partie des personnes qui sont engagées, et dans un premier temps parfois sur fonds propres, ou grâce à des aides à l'emploi, ou grâce à des subsides d'emploi. Et puis il y a les subsides de fonctionnement. Les deux types d'associations fonctionnent sur le terrain, et pour être issu moi-même du monde associatif, il y a effectivement des associations dans lesquelles je me suis investie qui n'avaient pas de subsides, et d'autres qui, de par l'emploi, de par l'ampleur qu'elles prennent, ou de par des spécificités reconnues par la communauté française. Est-ce qu'il n'y a pas un problème non plus pour une ministre comme vous qui entre dans en n'y étant pas préparé d'ailleurs, dans un domaine comme celui-ci, qui est un domaine complexe, avec des budgets quand même importants, de savoir que dans 1 an ou 2, on va vous demander d'aller à Liège, vous présenter pour des élections communales, par exemple, et que vous allez devoir vous investir de ce côté-là, et puis demain, vous retrouvez peut-être aux pensions, et puis après-demain, je ne sais pas, moi, dans un autre secteur. Les gens ne comprennent pas très bien comment on peut passer comme ça d'un jour, être chef de gare, puis le lendemain, se retrouver, je ne sais pas, moi, boucher ou... Mais en fait, ce n'est pas la même chose. En fait, un ministre n'est jamais seul. Moi, je suis entourée d'équipes dans mon cabinet qui sont des équipes de techniciens, qui sont des équipes de spécialistes. C'est exactement la même chose que dans une entreprise. Dans une entreprise, le chef d'entreprise, le patron, connaît à la fois son métier, mais demain n'est pas celui qui n'est pas l'ingénieur de l'entreprise, n'est pas l'ouvrier de l'entreprise, n'est pas le cadre de l'entreprise. Il donne des lignes, il discute avec les spécialistes, il discute d'ailleurs en ce qui me concerne largement avec le secteur, qui me renvoie aussi son expertise, et à partir de là, il prend un certain nombre de décisions, il fait des propositions de lignes directrices. Ce n'est pas différent donc pour un ministre que pour un chef d'entreprise ou que pour un responsable. Un directeur d'école ne va pas donner cours dans toutes les classes tous les jours. Et pourtant, à la fois, il connaît le métier de l'école et à la fois, il est là pour faire remplir des fonctions spécifiques dans la gestion de l'école. Donc je prends à la fois l'entreprise, je prends l'école, comme ça on a 2 exemples un très bon exemple. Bien précis. Est-ce qu'il est possible, quand on est ministre, d'avoir une vie de famille plus ou moins normale? Vous avez 3 enfants, hein? Oui, j'ai 3 grands garçons. Oui, mais enfin... oui, j'ai une vie de famille tout à fait normale et j'ai vraiment le temps et le privilège de pouvoir avoir de belles discussions avec eux, d'autant plus qu'ils sont, pour tous les 3, intéressés par la culture. Donc c'est Il faut être très organisé, alors. Oui, je suis très organisée. Mais je l'étais déjà dans mes autres métiers. Vous avez la réputation d'être une femme de caractère, ça se voit, mais également quelqu'un de très bosseur. Oui, je suis très bosseuse. Et donc c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir besoin que de 5 heures de sommeil. Ça, c'était une première chose. 2, je m'octroie le temps de la famille, le temps de la marche. Même si mon cerveau continue à fonctionner pendant que je marche. Le temps de la marche et le temps de la natation, pour moi, c'est vraiment 2 sports qui me permettent de rester équilibrée.